Monsieur le ministre délégué à la Ville et au Logement, cher Olivier Klein, messieurs les vice-présidents et vice-présidentes de la métropole du Grand Lyon, chers Renaud Père et Béatrice Vesselier, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidentes et présidents de fédérations HLM, chers partenaires du logement social, chers représentants des associations de locataires, chers congressistes. Merci à vous toutes et tous de votre participation à ce congrès. Vous avez été particulièrement nombreux, mais surtout nos échanges ont été particulièrement stimulants. Merci, Monsieur le ministre, pour votre présence et votre écoute. C'est le témoignage concret de votre attachement au logement social, que vous connaissez comme élu local, comme ministre et ancien locataire HLM. Le logement social, vous le savez, est un magnifique outil républicain. Vous le savez du point de vue théorique, du point de vue intellectuel, qui est celui de tout ministre du Logement au moment où il est appelé dans ses fonctions. Mais vous le savez aussi par votre expérience concrète. Maire de Clichy-sous-Bois, président de l'ANRU, président de la Société du Grand Paris. Vous faites partie des élus locaux qui ont dû faire face, dans leur quotidien, à des situations dramatiques, éprouvantes. Des élus comme vous, quelle que soit leur sensibilité, force l'admiration. Ils sont guidés par une profonde foi dans la nature humaine, dans sa capacité à se redresser pour peu qu'on la place avec un peu plus d'équité sur la ligne de départ. C'est un combat quotidien que vous avez mené. De nombreux bailleurs HLM vous y ont accompagnés. Et aujourd'hui, vous êtes notre ministre. La tâche n'est pas aisée. Les organismes HLM ont du caractère, des exigences, à la hauteur de leur mission qui leur est assignée. Mais ils ont la parole franche et font toujours le parti du dialogue. Votre confiance, nous en avons besoin, tant elle a manqué dans la parole publique par le passé. Le secteur HLM a trop souvent, ces 5 dernières années, été renvoyé à un simple secteur d'activité sur lequel l'État pouvait faire des économies. Nous sommes beaucoup plus que cela et vous le savez bien. Nous sommes les acteurs essentiels aux côtés des collectivités et de l'État pour le renouvellement urbain des quartiers. Nous sommes une force de 5 millions de logements qui sait, lorsque l'urgence l'impose, participer aux côtés de l'État à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Nous sommes des bâtisseurs, présents dans tous les territoires de la France, en métropole et en outre-mer. Nous sommes des gestionnaires de long terme, qui ont commencé de longue date la transmission environnementale et ne demandent qu'à l'amplifier. Nous sommes des acteurs du pacte républicain, impliqués tous les ans un peu plus dans la réussite du plan Logement d'abord. Nous sommes là, Monsieur le ministre, depuis plus de 100 ans, et pour les générations futures, pour garantir un droit essentiel. Alors, avons-nous suffisamment de moyens pour répondre à nos besoins? Non. Mais je l'ai dit en ouverture, vous me connaissez, la résignation et l'amertume ne sont pas dans ma nature. Je prends donc le projet de loi de finances 2023 tel qu'il est objectivement. Il n'aggrave pas la situation du point de vue budgétaire, même si la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt pèse inexorablement sur la charge de la dette des organismes. Vous le savez, j'avais proposé au cours de l'été une suspension de la RLS pour redonner aux organismes HLM la capacité de retrouver des marges de manœuvre à mettre au service de la production, et pourquoi pas d'ailleurs dans le FNAP, et de la rénovation. Ce n'est pas l'option retenue dans ce projet qui a reconduit les fondamentaux des lois de finances depuis 2020. Je le prends donc pour un PLF de transition. Mais nous ne pouvons pas en rester là pour l'avenir. La Première ministre nous a appelés à un pacte de confiance. Nous avons eu un premier échange sous votre responsabilité. Vous savez ce que nous pensons de la RLS. C'était une décision mal pensée, inique, qui a touché au cœur notre secteur et qui a des impacts délétères. Comme si cela... Vous pouvez applaudir, n'hésitez pas. Comme si cela n'était pas suffisant, la hausse de la TVA et la hausse des coûts de construction sont venues alourdir l'addition pour notre secteur qui, contrairement à d'autres, ne peut pas, en responsabilité, répercuter la hausse des coûts sur ses locataires et ses accédants. Les conséquences, ce sont les 2,3 millions de demandeurs qui les subissent. Une baisse progressive de la production de logements locatifs sociaux, un ralentissement brutal de l'accession sociale à la propriété,
un tarissement plus rapide que prévu de nos fonds propres et donc de nos capacités d'investissement. On a voulu nous faire croire que les mesures de compensation viendraient atténuer le choc, voire l'amortir complètement. Mais ils sont où aujourd'hui, ces apprentis sorciers de la RLS? Monsieur le ministre, nous voulons travailler à livre ouvert, mettre en perspective les besoins, les exigences environnementales, les capacités d'investissement des bailleurs et ouvrir un dialogue en transparence. Nous savons que le contexte économique a changé et que les crises successives ont pesé sur les finances publiques. Mais l'inflation est un phénomène que le secteur HLM a déjà affronté au cours de son histoire. Il l'a surmonté grâce à son modèle. Il peut la surmonter si on lui en laisse les moyens et qu'on consolide ses fondamentaux. Nous avons croisé ces dernières années des supposés experts qui ont cherché à tout prix à nous imposer un modèle de financiarisation accru. Où en serions-nous aujourd'hui si nous avions cédé à leurs sirènes? Comment pourrions-nous nous engager, comme de nombreux bailleurs le font actuellement, à renforcer l'accompagnement social pour les locataires face à la crise de l'énergie? Est-ce que nos nouveaux actionnaires nous auraient autorisé cette perte de rentabilité? La rentabilité des HLM, vous le savez très bien, c'est leur valeur sociale. Des propositions pérennes qui utiliseraient intelligemment les deniers publics, en voici quelques-unes, Monsieur le ministre. Et je les développerai évidemment avec vous plus largement dans nos échanges futurs pour construire ce pacte de confiance. L'urgence en matière financière, c'est d'aider les bailleurs sociaux à reconstituer leurs fonds propres. Certains, même à Bercy, s'inquiètent de leur niveau extrêmement bas. Il faut en finir avec la mise sous respiration artificielle de notre secteur par la multiplication de ces dispositifs de prêt qui donnent lieu à des contreparties impossibles à tenir. La solution pourrait passer par exemple par des mécanismes d'apport en fonds propres, subventions et dispositifs fiscaux portés par l'État et d'autres financeurs publics en recherchant l'adaptation en volume aux besoins territorialisés et objectivés. Car ce que nous demandons, Monsieur le ministre, ce n'est pas un chèque en blanc, mais simplement des moyens pour répondre à des objectifs précis, construire, réhabiliter. C'est d'ailleurs pour cette raison que ces sujets ont été au cœur de nos préoccupations durant ce congrès. Je sais également que les questions de financement ne sont pas les seules, et nous avons longuement, par exemple, échangé avec le ministre de l'Outre-mer, votre collègue Jean-François Carenco, de la crise des matériaux, des enjeux de production du logement très social. En métropole également, nous subissons de plein fouet la hausse des coûts de production. Les assises de la construction et du BTP ont d'ailleurs rendu la semaine dernière un rapport intermédiaire. Elles ont conclu, entre autres, à la nécessité d'un suivi au plus près de la constitution des prix sur toute la chaîne de valeur. Je m'en félicite. J'avais appelé à cet exercice de transparence il y a quelques mois. J'espère qu'il permettra de retrouver à terme des marges de manœuvre. En outre, je vois d'ores et déjà 2 leviers de régulation des coûts à votre disposition. Le premier, la TVA. La TVA sur les investissements des organismes HLM sont des investissements consacrés à un bien de première nécessité, le logement social. La TVA devrait donc toujours être réduite pour ces investissements. Le deuxième, le foncier. La stratégie du ZAN a évidemment du sens au regard des enjeux environnementaux. Nous ne pouvons ignorer l'effondrement de la biodiversité, la multiplication des événements climatiques majeurs. Mais en rendant le foncier constructible plus rare, elle vient par effet de bord enrichir de manière indue les détenteurs de foncier constructible. Il faut donc, Monsieur le ministre, engager rapidement un encadrement des prix du foncier constructible. Évidemment, dit comme ça paraît totalement insurmontable. Mais rassurez-vous, Monsieur le ministre, quand il y a quelques années, nous étions quelques-unes et quelques-uns à parler d'encadrement des loyers, nous avons été reçus par des colibés, des attaques, et pourtant, le mouvement est engagé aujourd'hui. Cette reconstitution des fonds propres et des aides à l'investissement à laquelle je vous appelais il y a quelques minutes, nous voulons aussi les dédier à l'accélération de la transition du parc social. Nous en avons d'ailleurs parlé ensemble hier avec la Caisse des dépôts. Christophe Béchu, hier, a conclu le débat de la plénière que nous avons consacré à cet enjeu majeur. Je ne développerai donc pas plus amplement, mais vous l'avez compris, nous voulons avancer sur 2 pieds. Rénover au plus vite les passoires énergétiques, les E, F et G, dont les occupants sont aujourd'hui les premiers à subir l'inconfort et le poids des charges.
Et ensuite, grâce à la seconde vie, préparer dès à présent une partie de notre parc à la stratégie nationale bas carbone. Je vous ai longtemps parlé de notre patrimoine, car c'est notre culture. Notre culture, c'est d'être des bâtisseurs. Nous sommes tout autant des bailleurs, des acteurs de l'accession sociale. Et nous savons que trop de nos concitoyens subissent la pauvreté et le logement cher. Cette année, nous avons donc voulu consacrer notre rapport du Congrès aux APL, piliers du modèle HLM. Avec objectivité, de manière factuelle, nous avons montré combien l'APL est cruciale pour une bonne part des locataires du parc social. Elle a été affaiblie ces dernières années, de coupes brutales en coups de rabot plus discrets. L'APL accession, elle, a été injustement supprimée. Aujourd'hui, il faut absolument inverser la tendance. Les hausses de charges que vont avoir à subir nos locataires, malgré les boucliers tarifaires, malgré les accompagnements qui vont être déployés par les bailleurs, sera trop violente pour trop de ménages. L'APL a été peu revalorisée, un petit peu revalorisée, soit, mais dans ce cas, par justice, le forfait charge de l'APL doit être valorisé de la hausse des coûts de l'énergie. En fin de cette année également, il nous semble important de faire de la relance de l'accession sociale une priorité. Je ne veux pas du tout dramatiser à l'excès, mais la réalité est là. L'accession sociale, actuellement, est presque à l'arrêt. 2500 nouveaux logements en accession sociale à la propriété ont été reportés car les appels d'offres ne permettent pas de respecter les plafonds de prix et de revenus. Aujourd'hui, la revalorisation automatique est insuffisante pour prendre en compte la hausse des coûts de construction et l'obsolescence du zonage Pinel appliqué à l'accession. Je pense d'ailleurs que nos propositions sur le sujet peuvent rapidement converger. Je vous propose que nous travaillions ensemble pour résoudre ces problèmes techniques. Car vous le savez, l'accession sociale, ce n'est pas une accession comme les autres. C'est une vraie chance accompagnée. Ce n'est pas un plongeon dans des situations intenables. Je garde en tête, Monsieur le Ministre, par ailleurs, nos visites communes de copropriétés dégradées. Je sais à quel point ce sujet vous tient à cœur. Nous avons longtemps cherché ensemble, avec Claude Dillin, des solutions à ce fléau, et sans prétendre à une solution miracle, car nous savons exactement que ces situations sont extrêmement complexes. Je vous dis simplement, les organismes HLM et les SACICAP sont disponibles, volontaires, pour amplifier leur intervention dans les copropriétés en voie de fragilisation. Ils attendent votre soutien pour faciliter le portage temporaire de lots de copropriété, notamment à travers, par exemple, un prêt à taux zéro spécifique. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, les défis qui sont les nôtres sont immenses, mais pas irréalisables. Il faut simplement que nous ayons les moyens de nos ambitions. Mais au-delà du soutien financier de l'État, ce que nous attendons, c'est de retrouver la confiance, et je dois dire une certaine forme de bienveillance de l'État vis-à-vis des organismes de logement social. La période passée a été éprouvante. Les remises en cause, les petites phrases malheureuses, ont abîmé le lien historique qui nous unissait. Nous espérons donc autre chose durant ce quinquennat. Les locataires HLM et les demandeurs de logements sociaux attendent de nous que nous réussissions à relever ces défis. Cela doit être notre feuille de route commune. Chers amis du logement social, je voudrais enfin vous remercier pour votre participation durant ces 3 jours, l'énergie que vous avez mise dans les débats, les tables rondes, les présentations. Elles sont le signe de la vigueur, de l'énergie qui nous anime et qui continuera de nous animer tout au long de cette année. Et je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine, attention, du 3 au 5 octobre. Oui, c'est bien en octobre, il y a une Coupe du monde de rugby, je vous informe que ça change un peu les dates. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine du 3 au 5 octobre pour le 83e congrès de l'Union sociale pour l'habitat à Nantes. Et je vous remercie.